nous tarde de vous écouter, Monsieur Dehaye, et je ne doute pas que vous saurez par vos propos rendre l'avenir digital désirable pour chacun d'entre nous. Avant de vous passer la parole, permettez-moi de saluer et de remercier très vivement nos deux partenaires. Bonne soirée à tous. Réseautez bien. Christophe Dehaye, c'est à vous. Merci beaucoup pour rendre le digital désirable. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas, je peux assumer le challenge. Évidemment, il y aura quelques nuances. Cette nouvelle donne, eh bien, tout simplement, on va dire que c'est un peu la boussole qui peut nous guider dans le business. Il y a une force aujourd'hui qui imprime un peu tout. C'est notre nord. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on a quand même sérieusement intérêt à avoir une idée de où est le nord. Donc je voudrais vous présenter le nord numérique. Le nord numérique, il y a un certain nombre de gens qui le fabriquent. Vous en connaissez les termes, on les présente souvent, c'est les GAFA. On oublie souvent un autre, moi je rajoute M, GAFAM. On oublie Microsoft qui est en train de revenir incroyablement dans la course. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, il y a un certain nombre d'autres acteurs. Je veux parler de Netflix, je veux parler d'Airbnb, de Tesla, d'Uber, etc., etc. Voilà le Nord qui est en train de se fabriquer et qui est une constante et quelque chose avec lequel il faut composer, il faut savoir où c'est, et puis après on fait ce qu'on veut. Je vais donc articuler cette présentation autour d'un certain nombre de gros mots, en tout cas les deux premiers. Le terme disruption, dont on parle beaucoup. Il n'y a pas un consultant qui ne parle pas de disruption. On va voir un peu ce qu'on peut en raconter. Parce que le digital a effectivement, incroyablement, bousculé tout un tas de choses en matière d'innovation. La plateformisation, quel terme barbare. La plateformisation, c'est le fait effectivement que tous les noms que je viens de citer sont des plateformes et que c'est quelque chose qui est un modèle pour beaucoup de business aujourd'hui. La régulation, parce qu'on va voir que tous ces business ne sont jamais loin de la législation. Et quand je dis jamais loin, c'est généralement toujours un pied dedans et un pied dehors. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis la transformation économique et sociale. Alors la disruption, on n'arrête pas d'en parler. Je voudrais revenir avec vous sur un certain nombre de choses que vous savez, bien sûr, mais les représenter d'une autre manière. Quand des entreprises, ces plateformes comme Uber, comme Airbnb, nous prenons Uber par exemple, essayent de se développer, ils ne cherchent pas n'importe quel endroit, ils cherchent fondamentalement un irritant, quelque chose d'agaçant. Quand vous êtes à Paris, que vous êtes né à Paris depuis longtemps, vous savez que chercher un taxi, à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais à certaines heures particulièrement, c'est quasiment impossible. Voilà un bon irritant. Et à partir de cet irritant, vous vous dites, je vais essayer non pas d'améliorer, je vais essayer de rendre un service 10 fois meilleur. Voilà comment ces gens partent pour faire du business. Ça doit nous interpeller quelque peu, et finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne idée? On aime bien présenter Uber comme une entreprise mondiale, et Dieu sait qu'elle l'est, mais finalement, elle n'est pas présente partout. Quand je suis arrivé à l'aéroport tout à l'heure, je n'ai pas vu des taxis se bagarrer avec des VTC. Donc elle n'est pas présente partout. Et ça ne s'appelle pas n'importe où. Finalement, il y a des critères favorables, et donc ils ont une analyse, la population, le niveau de vie, la qualité des routes. L'intensité concurrentielle, est-ce qu'il y a ou pas un numerus clausus? Ben évidemment, s'il y a un numerus clausus, ça veut dire que les gens doivent être pas complètement satisfaits, donc ça serait intéressant de s'installer. La qualité des transports en commun compte évidemment beaucoup. La présence d'accélérateurs, est-ce qu'il y a une vie nocturne dans la ville en question? Est-ce qu'il y a du mauvais temps ou il fait plutôt beau? Ah oui, quand il pleut, on a vraiment envie d'un taxi. Est-ce qu'il y a des manifestations sportives? Je veux parler Coupe du Monde ou ce genre de choses. Et puis,
pour prendre l'exemple d'Uber, ils vont vraiment très loin. Quand ils commencent à avoir un doute, tiens, cette ville elle commence à nous intéresser, ils ont un truc un petit peu astucieux grâce au numérique, ils ouvrent à moitié l'application dans la ville en question. En fait, le service ne marche pas, mais c'est juste pour savoir combien de gens se connectent pour essayer. Ça donne une appétence à la marque. Vous voyez, ça donne quand même des éléments, plutôt que de faire à grands frais une étude marketing, eux, ils ont des moyens qui ne leur coûtent rien pour voir si, effectivement, c'est vraiment un endroit où on peut s'avancer. Alors ça, c'est mon premier élément, à ne jamais perdre de vue. L'insatisfaction client est le premier moteur de l'ubérisation. Quand je dis ubérisation, Airbnbisation, Netflixisation, ce que vous voulez. Une grande partie des problèmes des gens qui aujourd'hui se font déclasser en matière de business est en grande partie quand même due au fait qu'ils ont un peu fait le lit de cette insatisfaction client. Donc si on a des clients très satisfaits, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'Uber et ses petits copains ne vont pas s'installer. Autre certitude, si vous avez un business dont vous vivez très difficilement, on n'ira pas non plus vous chercher. Non, c'est des choses bêtes à rappeler, mais évidemment, c'est dans les endroits où il y a un business relativement facile et pléthorique à faire que ces gens s'installent. Autre notion importante dans cette disruption, un terme barbare, le blitzscaling. Évidemment, vous pensez à blitzkrieg, cette guerre éclair, c'est cette course à l'échelle. Qu'est-ce que je veux dire par là, ce monsieur, c'est tout simplement le PDG fondateur de LinkedIn, un réseau que vous connaissez bien, et qui nous dit, ce qui est important, c'est pas d'être le premier, ce que l'on raconte souvent en matière digitale. On raconte, le premier ramasse la mise, le premier ramasse tout. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas le premier qui ramasse tout, c'est le premier à l'échelle qui ramasse tout. C'est une petite nuance. Et ce monsieur nous dit, gérer une boîte qui va beaucoup plus vite que les autres, c'est un vrai métier. C'est pas du tout du management classique. Pour étayer cela, voilà 3 exemples parmi d'autres. Uber n'a pas inventé Uber. Il y avait un précédent, c'était Lyft. Je vous dirai tout à l'heure qu'il y en avait encore un autre. Google, aujourd'hui il est hyper dominant, mais il y avait Yahoo avant, etc., etc., etc. Ce qui compte, c'est donc pas d'être le premier à avoir l'idée, c'est d'être le premier à devenir dominant. Et à ce moment-là, on écrase tout. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est tout écraser. Car l'autre partie de la phrase reste vraie, le premier qui y arrive ramasse la mise. Ces plateformes ont des taux de rentabilité à un certain stade très impressionnants, et surtout elles ont un taux de croissance considérable. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Comme le client, c'est la chose la plus importante pour ces plateformes n'oublient pas qu'elles doivent, comme vous l'avez dit, un service, une valeur au client. Et même elles n'oublient pas qu'en général, elles ont plusieurs clients. Donc en l'occurrence, si je prends Uber, le client, on lui doit quoi? On lui doit un service de qualité, on lui doit des disponibilités, un aspect pratique, fiable, transparent, avoir un contrôle du budget. Quand on sait qu'au départ, notre problème, c'était seulement de trouver un taxi qui ne tourne pas la tête quand on le hèle dans la rue, vous voyez qu'on peut rajouter des choses. Grâce au numérique, non seulement on trouve la bonne personne, mais en plus, on va arriver au bon endroit le plus vite possible, y compris en évitant les embouteillages, puisqu'aujourd'hui, les moyens technologiques nous le permettent. Et puis pour le chauffeur en question, eh bien lui, on va lui réduire le temps d'attente, c'est ce qu'on appelle la maraude électronique, plutôt que d'avoir à rouler dans la rue pour trouver éventuellement un client. Il reste, de toute façon, c'est le numérique qui va faire ça, donc on ne dépense pas d'essence, etc., etc. On réduit la formation. Il y a quelques jours, j'ai pris un VTC à Paris. C'était un Nantais. C'était un Nantais qu'on avait marre d'Uber, et il voulait se mettre dans une autre plateforme française, en l'occurrence chauffeur privé.
Il avait l'intention d'amener ça à Nantes, mais pour bien se faire voir, il commence à Paris. Bon, il avait 2-3 notions sur la région parisienne, mais pour le reste, heureusement qu'il y avait un GPS. Mais avec le GPS, c'était un super chauffeur. Il y a quelques années, pour avoir son examen de chauffeur de taxi, il fallait pouvoir répondre à des questions hyper tordues sur la petite rue de Paris, etc., et comment on y va le plus vite possible. J'appuie trop fort. Voilà. L'autre élément, c'est ces plateformes cherchent à rendre liquides les marchés auxquels elles s'adressent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie d'éliminer les temps d'attente, les temps de rupture. Alors le temps client, les clients qui attendent bêtement à un aéroport que enfin un taxi va bien les prendre. Le temps des taxis, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'aéroport, il y a quand même beaucoup de taxis. Hein. En région parisienne, un taxi attend 2 heures qu'un client veut bien arriver. Et ça paraît un peu stupide. Le temps des embouteillages, et puis peut-être que finalement, il y a encore mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre plusieurs clients dans un même taxi? Donc c'est vraiment une question d'optimisation de toutes les ruptures que ces gens, ces plateformes, essayent de chercher. Quand on parle de disruption, il y a 2 gourous. Le premier est français, Jean-Marie Dru, un publicitaire. Ah, on aime bien les publicitaires en France. Je rappelle que l'ubérisation, c'est un autre publicitaire qui nous l'a fait. C'était il y a 20 ans, il nous a fait le coup de la disruption. Bon, ça a fait un petit peu de buzz chez des marketeurs. Mais c'est surtout parce qu'il y a un prof d'Harvard qui a repris le concept qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et ce que nous dit Clayton Christensen, c'est que pour disrupter un marché, il faut s'y prendre de certaines manières, mais surtout, on ne le fait qu'en rentrant par le bas de gamme des prix, et à partir de là, on écrase tout. Alors ça, c'est juste un petit peu problématique. C'est que M. Christensen avait par exemple dit que l'iPhone n'était pas disruptif. Uber n'est pas disruptif, puisque c'est venu aussi par le haut de gamme. Au passage, ça nous fait quand même réviser une loi marketing qui paraissait infranchissable jusque-là. C'est que jusqu'à présent, on pensait qu'effectivement, le haut de gamme, ça ne pouvait pas être mainstream. Et quand on voit Apple arriver à vendre des dizaines de millions d'appareils hors de prix, résolument positionnés haut de gamme, on se dit qu'il faut revoir nos cours de marketing. C'est ça, les disruptions. Ces plateformes amènent quelque chose d'extraordinairement important grâce au numérique. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est qu'elles permettent d'établir la confiance. Alors je vous rejoins complètement. Il est évident que le business d'aujourd'hui se fait en grande partie comme on a toujours fait du business. La leçon, la première chose importante, c'est la confiance. Et je me souviens de mes jeunes années où je faisais vos conférenciers dans le digital, il y a 18 ans ou 19 ans, c'est plus 20 ans, mais on se posait une question terrible. Comment est-ce que les gens qui sont au bout du monde vont avoir suffisamment confiance pour acheter à distance? Alors on s'est mis à imaginer des dispositifs technologiques complètement dingues, avec des tiers de confiance, des trucs compliqués de sécurisation, jusqu'au jour où, entre autres, un eBay est arrivé en disant oh, moi je vais juste demander aux gens de voter et je vais agréger les votes. C'est bête. Hein. À partir de là, plus personne ne s'est posé le problème de confiance. On a des informations aujourd'hui sur des gens qui sont absolument incroyables. Bonjour monsieur. Je suis absolument certain, enfin, je pense que ce monsieur est éminemment sympathique, professionnel, et tout le monde est convaincu. J'ai juste un petit problème, c'est que j'en suis pas complètement sûr, parce que là, je viens de se rencontrer. Je suis bête. Si j'avais été sur Internet, je saurais tout sur ce monsieur, ou presque. C'est incroyable. En 20 ans, on a aujourd'hui plus d'informations dans les espaces digitaux que sur le commerçant du coin. Si ça se trouve, il a 300 points sur les fesses et je n'en sais rien. C'est un changement absolument radical. Aujourd'hui, je commande un VTC,
Je connais le nom du chauffeur, je sais combien de votes il a obtenu, je connais la marque de sa voiture, je sais presque tout avant même de la voir. Donc, c'est quand même un élément qui est extrêmement important, je n'ai pas le temps de développer ici, mais le virtuel nous amène à un niveau d'information dans certains cas qui est bien supérieur à notre perception du réel. Et ça donne un avantage quand on sait l'utiliser. Évidemment, ça peut nous amener de la transparence, de la traçabilité, ce qui pour la confiance est excellent. Avant, je vous rappelle que si les chauffeurs de taxi ont un compteur qui passe aux mines, c'est pour pas qu'ils le trafiquent. Mais quand je monte dans le taxi, je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Aujourd'hui, grâce à la technologie, certaines plateformes me disent « Ah, mais pour aller à tel endroit, c'est tel prix. » Uber se contente de dire c'est entre tel prix et tel autre. Mais, par exemple, une plateforme française dit c'est tel prix et je m'y tiendrai. Incroyable. Ça, pour donner confiance, c'est excellent. Et puis enfin, la sécurisation de la réservation. Ah, dans certains business, mais c'est incroyable. J'ai quelqu'un qui vient de me réserver quelque chose. Mais est-ce qu'il ne va pas me faire fourrer? Je lui ai réservé une table de restaurant, mais finalement, si ça se trouve, il va pas venir. Pour certains business, c'est absolument essentiel. C'est là que ça a décollé. Blablacar, que vous connaissez tous, il y a pendant des années, ça végétait. Jusqu'à un moment où tu as dit, mais finalement, il faut faire payer. Il faut surtout faire payer la réservation. Vous voyez, c'est quand on se dit, on se retrouve où? Je vais à Lorient en sortant de Paris, on se retrouve où? Toi, je vais te prendre à tel endroit, toi en face du carrefour, machin, etc. Et puis là, il n'y a personne qui vient. On fait quoi? On attend combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? Ah, j'ai oublié de me réveiller. Vous faites payer, et d'un seul coup, vous attendez 5 minutes, et puis il faut voir. C'est à partir de là que les choses se passent. Pour Airbnb, c'est violent. Si vous voulez demander une réservation, il faut avoir un compte, il faut avoir mis votre carte bleue, et vous êtes engagé. On aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit, mais ça ne passera jamais. Et c'est un des éléments de service absolument importants. Bon, j'accélère. En fait, la disruption, ma définition, c'est qu'on a disruption quand on a un marché qui plébiscite une solution nouvelle, qui comble souvent une frustration client, j'ai envie de dire presque toujours, et qui déclasse les acteurs en place, c'est-à-dire qui leur permet, en tout cas pendant un certain temps, une grande difficulté pour revenir dans la course. Alors j'aimerais bien soulever 2-3 questions, on en aura tout à l'heure, des questions. C'est quoi la force réelle d'un disrupteur digital? Écoutez, c'est simple, je viens de l'expliquer, à mon sens en tout cas. Numéro 1, c'est l'insatisfaction du client. Autrement dit, les gens qui sont disruptés sont en partie responsables de la disruption. Et ce qui appartient vraiment au disrupteur, c'est sa vitesse, c'est sa globalisation, et c'est une certaine image de rebelle. Alors, je vous fais un peu de prospective. Dans quelques années, on aura oublié qu'on avait du mal à trouver un taxi à Paris. Parce que vous savez, on oublie tout. Et donc l'image de rebelle d'Uber sera peut-être plus si évidente. Peut-être qu'Uber, à ce moment-là, ce sera l'institution dont on aura quelques insatisfactions, et en tout cas, ils n'auront plus cette image de rebelle. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait s'émousser. Alors évidemment, il y a une question qui se pose, c'est, j'ai largement insisté sur l'importance de l'insatisfaction client. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont très insatisfaisants pour les clients? Non, parce qu'on pourrait avoir une idée de ce qui va se faire ubériser demain. A priori. Bon, les meilleurs candidats, c'est a priori les métiers les plus mal aimés. Bon, là, on a des études, elles sont malheureusement un peu récurrentes. Une grosse méfiance qui s'exprime majoritairement à l'égard des agents immobiliers, des assureurs, des opérateurs téléphoniques et des banquiers. Puis toute une liste, une gradation. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que les banquiers demain vont se faire remplacer, c'est pas si simple. Mais en tout cas, ils ont quand même très sérieusement intérêt, et ils le savent d'ailleurs, tout le monde travaille aujourd'hui très sérieusement la question, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Bon, il y a d'autres études, mais peu importe. Il y a un certain nombre de professions, donc réfléchissons à est-ce que ma profession, est-ce que mon exercice est vraiment centré sur la satisfaction du client? Est-ce qu'il y a un irritant? Parce que sinon, je suis en train de faire le lit, probablement, d'un disrupteur.
Je vous l'avais promis, je vais parler de plateformisation. Vous l'avez compris, une partie de tous ces grands disrupteurs sont des plateformes. Il y a des bouquins qui s'appellent L'âge de la plateforme, etc. C'est quoi une plateforme? C'est une place de marché. Alors là aussi, c'est Dieu comme le monde. C'est un endroit où il y a des gens qui demandent des trucs à des gens qui viennent les acheter. Voilà. Mais pas tout à fait. On y rajoute quelque chose grâce au digital qui est absolument intéressant. C'est qu'en fait, ça n'est pas un intermédiaire au milieu de deux types d'acteurs, c'est qu'on mélange tous ces acteurs ensemble. C'est-à-dire que les clients ne sont pas seulement des clients, mais des utilisateurs. C'est-à-dire que les avis des uns et des autres, y compris des gens qui ne sont pas complètement clients, ça intéresse tout le monde. Que certains utilisateurs peuvent devenir vendeurs, et ainsi de suite. Et c'est là où on commence à mélanger un peu tout, et où effectivement, à partir du moment où on fait tomber les frontières, on a des ruptures très importantes. La désintermédiation. Je suis parfaitement d'accord. Ça, on l'entend, mais alors, ce qui est bien avec ces nouvelles plateformes, c'est qu'on tue les intermédiaires. Alors ça, c'est le côté rebelle. On aime bien tuer l'institution. Donc, je vous présente l'une des plus grosses arnaques intellectuelles du numérique. Il n'y a pas de désintermédiation, ça n'existe pas. À chaque fois que vous désintermédiez quelque chose, c'est uniquement quelqu'un qui a envie de réintermédier à son profit. Ce qui existe par contre, c'est la puissance du numérique pour jouer le rôle d'intermédiaire. Ça fait 30 ans qu'on a des études scientifiques là-dessus, et qu'on sait que plus l'ordinateur va être puissant, et plus il pourra surpasser l'homme dans les aspects de courtage et d'intermédiation. On a des études sur le transport aérien qui datent de plus de 30 ans. Donc ça, on le savait. Mais pour autant, l'ordinateur, il a pas bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui l'a programmé. Il y a bien quelqu'un qui a des intérêts derrière. Et donc effectivement, il y a un intermédiaire, certes il est digital, mais il y a forcément un nouvel intermédiaire. Pourquoi je dis que c'est la plus grande arnaque intellectuelle digitale? Regardez, remplacer les intermédiaires, c'est un article de Forbes. Bon, c'est pas un super champion de l'analyse du digital. Là, j'ai oublié de vous dire la date. C'est un article de 1998. Vous voyez, plus ça change et moins ça change. Donc ça, c'est complètement ancien, et pourtant on continue d'avoir cette ancienne qui revient en permanence. L'écosystème, alors ça c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, pour plein de raisons, c'est la force des réseaux. Sur le plan de l'économie des réseaux, on appelle ça la loi de Metcalfe, c'est n fois n-1 sur 2. Si vous voulez calculer le nombre de fois, si vous êtes autour en train de trinquer, vous allez avoir de Kling ou de Chin, eh bien, il faut calculer ça avec cette loi. Donc si vous êtes 3 à boire un coup, 3 fois 2 divisé par 2, c'est 3. Si vous passez à 10, ça fait 45. Donc c'est pas complètement exponentiel, mais effectivement ça va être. C'est la dynamique des réseaux, et vous êtes une preuve vivante que plus il y a de monde dans les réseaux, et plus c'est intéressant. C'est-à-dire que là encore, c'est quelque chose d'important. Pour le business, vous le savez bien, on va dans un restaurant et au moment de passer la porte, on ne s'aperçoit que personne. D'un seul coup, on se demande si on va rentrer. Oui, le client travaille aussi. Qui est-ce qui fait l'ambiance? C'est un métier de faire de l'ambiance. Et c'est parce qu'il y a des clients qu'il y a de l'ambiance. Donc ça, c'est un élément important. Toutes ces plateformes ne fonctionnent que parce qu'elles ont de plus en plus de clients, et plus il y a de clients, plus il y a de la valeur. Je dis ça, c'est important parce que la plupart des grosses entreprises classiques ont eu une idéologie un petit peu différente ces dernières années, c'est de se dire, je choisis mes clients. Je prends les bons et je jette les autres. Les plateformes digitales, elles les prennent tous, les clients. Et plus elles en ont, plus elles ont de la valeur. Et ça, c'est une petite logique différente. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas le premier qui gagne et qui remporte la mise, c'est le premier à l'échelle. Je vous ai cité un autre nom avant Uber.
Je vous en cite encore un autre avant. Google avait inventé Uber avant Uber. En 2005, Google se dit, tiens, j'ai inventé un truc qui s'appelle Google Maps, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Ouais, je peux mettre localiser tout un tas de monuments, ouais, bon d'accord, mais ça ne bouge pas les monuments, c'est moyennement convaincant. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui bouge? Alors il y en a qui l'ont fait avec des bus, et puis d'autres qui l'ont fait avec des taxis. Donc ils se sont mis à faire ça. Et puis ils ont arrêté le service en 2009, année de création d'Uber. Ils sont nuls hein, chez Google. Et au passage, 30 secondes. Qui pourrait contester dans cette salle que Google est un grand innovateur? Et pourtant, plus de 9 projets sur 10 sont jetés avant même d'avoir vraiment vécu. C'est-à-dire que Google a un taux d'échec bien supérieur à n'importe quelle entreprise normale. Et pourtant, tout le monde est convaincu que ce sont des champions de l'innovation. Je reviens à mes moutons. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on sait bien que pour fonctionner, il y a un triptyque qui est très très important, qu'on appelle SOLOMO, Social, Local, Mobile. Et que Google avait bien inventé le local avec le taxi, mais ça fonctionnait sur ordinateur, c'était pas vraiment mobile, et ils n'avaient pas mis en œuvre les commentaires clients. Entre nous, c'était pas difficile pour Google de le faire, hein, ils avaient tout pour faire. En 2009, quand ils se sont arrêtés, ils avaient une force de frappe, y compris dans le mobile, bien supérieure à Uber. Il y a une autre raison, qui pour moi est beaucoup plus importante, c'est parce que tout simplement, Google n'était pas assez radical. Google ne cherchait pas à tuer les compagnies de taxi, il cherchait à faire comme d'habitude, une couche au-dessus, gratuite, et de se payer par la publicité plus tard. Et les grandes compagnies n'ont pas vraiment joué le jeu. Et c'est parce que Uber arrive en disant « mais moi je veux tuer les compagnies de taxi », c'est beaucoup plus radical comme positionnement, c'est une stratégie beaucoup plus impactante, qu'ils arrivent éventuellement à bousculer la table. On parle beaucoup de plateformes. Si ces gens vont si vite, c'est parce que quasiment ils ne créent rien. Ils utilisent des choses qui existent déjà. Ce qui pourrait faire penser que c'est un peu comme un iceberg. Quand on parle d'Uber, Netflix, Airbnb, il faut penser qu'ils s'appuient sur des infrastructures qui sont développées par d'autres plateformes qu'on connaît tellement bien, c'est les fameux GAFA. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est très important, c'est, ok, on va se convaincre qu'il faut être une plateforme. Est-ce que toutes les plateformes se ressemblent? Pas vraiment. Ça dépend du service que l'on rend. Si vous rendez un service très simple, monocritère, eh bien finalement, un peu comme Uber, il suffit d'aller d'un endroit A à un endroit B, en 2-3 écrans, vous faites la rencontre entre le client et le fournisseur, ce qu'on appelle le matchmaking, de cette manière-là, c'est très simple. Mais si vous n'êtes pas Uber, si vous êtes par exemple Airbnb, là c'est un peu plus compliqué. Je ne veux pas aller à un endroit précisément. Ce que je veux, c'est me sentir bien. Il y a une part de rêve. Et là, on voit que la plateforme, elle doit faire rêver. Là, je vois qu'il y en a qui pensent « Ah, c'est pas tonton Jacqueline qui a mis son... » Voilà. Donc, on voit bien, là, en l'occurrence, qu'il faut faire rêver et qu'on a un niveau de rencontre grâce au numérique qui peut être très différent. Si vous faites du Uber alors qu'il faut faire du Airbnb, en termes de look and feel et autres, ça ne va pas le faire. Donc la plateformisation, c'est une désintermédiation électronique, globalisée, elle estompe beaucoup de frontières, au niveau mondial dans certains cas, mais surtout, de plus en plus, la frontière professionnelle et amateur. Et ça, c'est énorme, parce qu'évidemment, c'est un problème de libre concurrence et autres. Qui optimise les ressources, la liquidité des marchés, un haut niveau de disponibilité, pratiqué à l'échelle et avec une image de modernité, pratique, urbaine, économe, j'en passe et des meilleurs. Alors là où je veux en venir, des questions. Est-ce qu'il faut tous devenir une plateforme? Puisque c'est ça qui marche.
C'est une question. Ça fait quand même quelques années que la SNCF ne vend pas seulement que des billets de train. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez partir en vacances grâce à la SNCF. Par exemple, vous pouvez louer une chambre d'hôte à Cuba, vol compris grâce à la SNCF. C'était pas écrit d'avance, ça. Bon, il faudrait leur demander si c'est vraiment l'avenir, etc. Je ne sais pas. Mais vous voyez que de plus en plus de gens se disent, effectivement, il ne faut pas que je me contente de vendre mes produits ou mes services. Il faut effectivement que j'essaye de devenir une plateforme qui vend celles des autres. Faut-il coopérer avec les grandes plateformes? C'est une deuxième question absolument essentielle. Et là, on a un exemple français. Là, par exemple, vous le connaissez tous, hein, au moins de nom, Page Jaune, qui vous propose, notamment aux commerçants, aux PME, eh bien, d'avoir, évidemment, le numéro de téléphone, le site internet, etc., qui va bien. Ce que cette entreprise a essayé de faire, c'est de se dire que ses clients ne voulaient pas seulement être présents sur Page Jaune, ils voulaient aussi être présents sur Google, ils voulaient aussi être présents sur Facebook. Et donc, cette entreprise a pris un risque stratégique monumental, qui est de coopérer avec ces plateformes et d'échanger des données avec Google et avec Facebook. C'est pas simple de faire un business avec ça. Hein. Mais effectivement, elle s'est dit, si jamais je reste sur seulement Page Jaune, bah, tôt ou tard, je finirai complètement marginalisé. En étant du côté de mes clients et en leur proposant une visibilité sur toutes les plateformes digitales, eh bien, j'ai peut-être un avenir. Je vais le redire de cette manière-là, parce que je vous l'ai dit, Uber ne veut pas tuer les taxis. Uber veut tuer les sociétés de taxis, les centrales de réservation. Uber aimerait beaucoup travailler avec les chauffeurs de taxi, en leur prenant seulement 20% de marge. Non, mais on est dans le business. Hein. La G7, la mauvaise G7 prenait aux alentours de 15%. Donc le digital, dans certains cas, vous voyez, ça peut être plus de marge pour certains. Bon, au passage, on ne paye pas forcément tous ces impôts, mais ça c'est encore un autre sujet. On va y venir. J'en arrive à ma régulation. C'est un élément important. Tous ces acteurs jouent à la limite des règles. C'est quoi la différence entre un salarié et un indépendant? La règle, on la connaît, hein. Elle est juridique. Il y a plusieurs indices, mais enfin, il y en a un qui est très très important, c'est le lien de subordination. Qui organise le travail? Regardez le poste de travail d'un chauffeur Uber. Il a au moins 2 écrans qui lui expliquent qu'il faut qu'il aille à tel endroit pour aller chercher tel client, et après qu'il l'emmène à un tel autre endroit en respectant tel itinéraire. Bon, ben, n'allez pas chercher très loin. Hein. Pour l'URSSAF, c'est clair. Les chauffeurs Uber sont des salariés. Bon, alors c'est pas parce que l'URSSAF le dit que c'est vrai. Hein. Il faudra encore passer pour des juges, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un grand débat aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un troisième niveau d'intervention entre salariés et entre indépendants? Vous voyez que le numérique bouscule vraiment des choses. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. La messe n'est pas dite, hein, c'est pas fini. On va sûrement en débattre beaucoup. Classiquement, quand on parle de tout ça, on se dit « Ah, ça c'est encore un point de vue franchouillard. C'est encore des Français qui n'aiment pas le progrès. » Alors voilà une carte de tous les endroits où on a interdit Uber, partiellement ou totalement. Vous voyez que ce n'est pas vraiment complètement français. Et à chaque fois, les raisons sont évidentes. C'est pour l'intérêt public. Problème de concurrence déloyale, problème de sécurité, etc. etc. Problème d'assurance, j'en passe des meilleurs. Je ne parle pas que d'Uber, je parle aussi d'Airbnb. Vous voyez de plus en plus, vous entendez, que des villes considèrent que c'est de plus en plus gênant d'avoir des volumes si importants de biens qui sont exclusivement réservés à la location de courte durée dans ces conditions-là. Là encore, on sait que la mairie de Paris s'y intéresse, mais je vous montre qu'aussi à New York, on fait tout pour essayer de réguler maintenant. Réguler, c'est un peu tard.
les choses se sont quand même bien installées, ça prouve à quel point ça a été important. C'est-à-dire que ça s'est professionnalisé sur une activité qui au départ ne l'était pas complètement. Toutes ces sociétés dépensent des fortunes en lobbying. Alors on a beaucoup glosé sur la G7, cette centrale de réservation de taxis parisiens. C'est vrai qu'il y a quelques années, ils avaient réussi à faire un audit, une étude gouvernementale. Ils avaient trouvé un préfet pour la faire, sur les taxis. Et c'est vrai qu'une fois qu'il a rendu son rapport, 3 mois plus tard, il était embauché comme président de Taxi Bleu, qui est une filiale de la G7. Alors on se dit vraiment, c'est quand même des gens incroyables. Ah mais non, mais attendez, c'est des gamins à côté d'Uber. Uber, ils ont embauché le lobbyiste numéro 1 de Barack Obama, ils ont embauché l'ancienne directrice générale européenne de la concurrence, etc., pour faire du lobbying. Uber, c'est 30% des coûts qui sont destinés soit à payer les procès, soit à faire du lobbying. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez quelqu'un qui a un modèle économique de genre. Moi, je ne sais pas trop comment ça marche. Moi, je vous rassure, Uber ne fait pas d'argent. Hein, donc, ceci doit expliquer cela. Mais vous allez voir que j'en viens à quelque chose qui me paraît très très important. C'est qu'Uber, on l'a déjà vu. Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle peut-être quelque chose des gens ici. En 99, il ne s'appelait pas Uber, il s'appelait Napster. C'était super cool. On pouvait aller télécharger n'importe quelle musique gratuitement parce que quelqu'un d'autre l'avait mis à disposition. C'était super. Alors évidemment, l'industrie du disque a voulu absolument avoir la peau de Napster, et ils l'ont eu. Bravo. Il y a juste un petit problème, c'est que l'industrie du disque n'est jamais redevenue riche. C'est parti ailleurs. Donc ils ont eu Napster, mais c'est Apple qui en a profité, Spotify, j'en passe, les meilleurs. Ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit quelque chose de très important sur la manière dont ces gens, qui une fois de plus, hein, je vous le dis, c'est mon or, dans ma boussole, c'est mon or. Comment ces gens raisonnent. Ils ne raisonnent pas comme nous. C'est des gens qui veulent changer le monde. Ils s'en fichent de savoir s'ils sont chefs d'entreprise, s'ils sont politiques, juristes, etc. Ils s'en fichent. Ils veulent changer le monde. Voilà, tiens, je vais faire ça. Ah, mais tu peux pas. Et pourquoi? Tu n'as pas le droit. On changera la loi. Hein? Vous n'avez pas vu celle-là, hein? Regardez ce que dit le patron d'Uber. On aurait dû s'apercevoir plus tôt que nous étions en train de mener une campagne politique et que le candidat c'était Uber. C'est pas des businessmen classiques, hein? Bon, au passage, écoutez bien, je peux beaucoup parler d'Uber, mais les autres c'est pareil. Uber créé en 2009, on est en 2016, on en est à la 16e levée de fonds, 16e augmentation du capital. On n'est pas dans la même course, hein. C'est des gens, ils raisonnent autrement, ils font autrement, et leurs journées sont organisées autrement. Le problème, c'est que ça fait des dégâts, donc il faut quand même savoir comment ils bougent. Et ça, c'est assez important, parce que ça veut dire que toutes les activités dont je viens de parler, et toutes celles qui sont à venir, auront une fâcheuse tendance à flirter avec les lois. Donc, n'oubliez pas, je cherche à améliorer par 10 un service de clients qui sont insatisfaits. Je prends le public à témoin, les politiques suivront. Franchement. Aujourd'hui, il y a une petite société française qui fait globalement du Uber Pop et qui continue d'exister. Pourtant, c'est interdit. Bon, je sais, celui qui a financé est un inspecteur des finances, alors ça aide sans doute, parce que la France n'a pas trop dessus. Mais derrière, c'est un service qui ne fonctionne que la nuit, en région parisienne notamment, pour accompagner les jeunes. Et un des arguments essentiels, c'est de dire, plutôt qu'ils soient alcoolisés, que ça fasse des accidents et des morts, etc., regardez, c'est un service d'utilité publique. Donc vous voyez que souvent, on va chercher des arguments, et on n'est pas les derniers, à essayer de trouver des moyens d'imposer aux politiques des choses que l'on veut changer. Alors la lutte contre une concurrence déloyale, c'est bien, mais attention de ne pas basculer contre ses clients. C'est ce qu'a fait l'industrie du disque. Pirater, c'est voler,
C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais c'est un peu bête. C'est culpabiliser ses clients, c'est pas la chose la plus idéale pour faire du business. Interdire la domination exclusive, la domination, comment faire pour lutter contre ces nouveaux monopoles, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom. C'est pas simple, il faut forcément un minimum de régulation. On voit que les politiques se réveillent quand même un peu. Par exemple, il y a quelque chose à faire qui est en train de s'organiser, c'est tout simplement de rendre léonin toutes les clauses d'exclusivité de ces plateformes. Elles sont déjà suffisamment puissantes comme ça, et donc vous aurez demain des chauffeurs de taxi qui pourront travailler pour la G7, pour eux-mêmes, ou pour Uber, d'une heure à l'autre, dans une journée. C'est-à-dire qu'on remet un petit peu de concurrence là où il n'y en a pas. J'en arrive à mon dernier point. On a des positions qui sont en fait incroyablement fragiles. Il n'y a aucun brevet Uber. Aucun. Tout ce qu'ils font, ils ont été piqués aux autres. Des Google, des machins, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ils ont sûrement des relations privilégiées avec leurs fournisseurs. Oui, sûrement. Quand on voit le nombre de manifestations anti-Uber, donc ils n'ont pas de protection technologique, ils n'ont pas d'accord particulier avec leurs fournisseurs, bah oui, qu'est-ce qui reste? Bah leurs clients. La seule protection de ces plateformes, c'est la vitesse et c'est les clients. On parle beaucoup de ces plateformes comme des représentants de la sharing economy, donc l'économie du partage. Alors s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'Uber ne fait pas partie de l'économie du partage. Blablacar, peut-être. Uber, non. Si je vais à un endroit et que je vous dis, si tu veux en profiter, on partage les frais, bon, ça c'est du partage. Et si je ne veux pas aller à cet endroit, mais je veux bien y aller, puisque tu veux y aller, mais à ce moment-là, je te demande de l'argent, ça s'appelle un service. Donc cette économie du partage, elle a souvent bon dos, mais il y a là encore des plateformes, je n'ai pas le temps de développer, qui se spécialisent sur l'économie du partage, et c'est un phénomène intéressant. L'essentiel de ce qui marche très très fort en ce moment et qui va très très vite, il faut l'appeler par son nom, c'est l'économie des services à la demande. Des services de proximité à la demande. C'est le boom des services de proximité, des petits boulots. Ça veut dire aussi la flexibilisation extrême du boulot. Quand Uber dit au VTC, je vais vous trouver plus de clients, et que quelques mois plus tard, il dit c'est moins 20%, il dit tout simplement, ok, à la fin du mois, vous aurez le même salaire, mais il aura fallu travailler beaucoup plus. Donc, en l'occurrence, travailler plus pour gagner la même chose. Non, j'arrête. Externalité positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, regardez, il y a des choses qui sont très surprenantes. On aime bien, là j'ai beaucoup été critique, mais regardez, aux États-Unis, il y a des seniors qui auraient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, mais qui, parce qu'ils peuvent basculer le compteur quelques heures par semaine, ont une petite activité supplémentaire tout à fait sympathique. Et en plus, ils rencontrent des gens, ils sont très heureux. C'est ce qu'ils disent. Vous avez aussi des artistes, notamment à Los Angeles, qui entre deux castings, tournent le compteur pour se ramener un petit peu d'argent. Donc vous avez en fait des populations fragiles qui s'il n'y avait pas ce genre d'activité et qui se développent, eh bien on aurait peut-être des difficultés à s'en sortir. Alors dans un monde où on casse de plus en plus de frontières et on fragilise de plus en plus de monde, c'est peut-être aussi une manière de boucler la boucle et de redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Il reste à savoir si tout ceci est bien clair. Alors là, c'est un exemple, vous savez, la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, le 9-3, comme on dit, c'est l'endroit où on crée le plus de licences de VTC, et c'est finalement l'activité qui se crée, c'est la seule activité qui se crée en Seine-Saint-Denis à côté. C'est-à-dire que pour ces gens-là, notamment des jeunes, la ligne d'horizon, c'est les chauffeurs Uber, pas grand-chose, puisque personne d'autre les embauche. Donc c'est quand même mieux que rien, c'est vraiment des choses. La vraie question, c'est... une des vraies questions, c'est tout cet argent qui arrive, est-ce qu'il est effectivement taxé comme il faut? Parce que faire un petit peu de gratte, c'est bien, surtout quand on est fragilisé, mais il y en a qui en tirent des profits un petit peu plus professionnels.
Vous avez des chauffeurs Uber qui créent des sociétés pour recruter d'autres chauffeurs. Vous avez des gens qui, sur Airbnb, évidemment, ont plusieurs appartements. Vous ne les verrez jamais. Vous ne les rencontrerez jamais. Le côté sympathique entre nous te dira, non, 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 c'est quelqu'un d'autre qui gère à leur place. C'est une professionnalisation qui ne dit pas son nom. Donc vous le savez, il y a 2 semaines, le gouvernement a décidé qu'au-delà de 23 000 euros, il faudrait payer les choses aujourd'hui. Donc c'est en dessous de 23 000 qu'éventuellement, on continue de faire un petit peu de trace. Je l'ai dit tout à l'heure, ces plateformes sont fondamentalement des nouveaux monopoles. Voilà le bouquin d'un des grands spécialistes des plateformes. Que ce soit les faits de taille, que ce soit les pratiques unilatérales, que ce soit la responsabilité minimisée, lorsqu'on dit que ces plateformes sont très orientées clients, c'est vrai. C'est super simple, c'est super cool, ça va très très vite, jusqu'au moment où vous avez un problème. Si vous avez un problème sur Airbnb, vous allez regretter de ne pas avoir un service client d'entreprise normale qui nous rend si énervés de temps en temps, parce que vous allez avoir du mal à trouver ne serait-ce qu'un téléphone. Et là, on va vous rappeler que c'est dans les conditions générales que le plus simple, c'est de vous arranger directement avec votre vendeur. Ah, ça, comme service client, c'est pas mal. Hein. Donc, on a effectivement des comportements monopolistiques, ce qui est un vrai problème. Car ces plateformes mettent en concurrence tout le monde, sauf elles. Une fois que vous avez choisi d'être chez Apple, c'est quand même difficile d'aller chercher des applications Android, etc., etc. Ces plateformes digitales, par ailleurs, ce sont quand même des champions de l'évasion fiscale. Comment on va faire pour équilibrer nos comptes si on s'aperçoit que ce qui se développe le plus dans l'économie, c'est des petits boulots de proximité sur lesquels des plateformes internationales viennent piquer 20% sans passer par la case d'impôt. Je pense que ça va durer indéterminément. Hein. Donc c'est quand même des questions qui sont de plus en plus importantes. Rassurez-vous, évidemment, ça n'échappe à personne. Et aujourd'hui, une fois de plus, tous les gouvernements s'intéressent quand même à la question, mais ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Donc on a des activités qui ne transforment pas seulement les usages, mais également les attentes sociales, économiques, en attendant l'adaptation de la législation. Alors c'est une autre idée d'innovation. On aime bien parler, quand on parle d'innovation, investissement, on va faire de la R&D, on va déposer un brevet, on va être protégé d'un brevet. Alors voilà une petite image juste humoristique. Hein. Voilà à quoi ça peut ressembler l'innovation à la mode plateforme. Vous venez avec votre propre investissement, et puis je vais vous économiser tous les temps morts. Quand vous ne serez pas occupé à faire le taxi, vous ferez le livreur DHL. Voilà une autre manière d'innover. Mais ça rend service. Je ne me moque pas. Hein. Quand je dis ça, c'est un vrai service pour les clients. Mais reconnaissons que ce n'est pas ce qu'on a en tête quand on parle d'innovation. Si on nous dit que c'est un des éléments qui se développe le plus aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, est-ce que ces nouvelles plateformes menacent est-ce que c'est une source de développement économique ou est-ce que c'est une menace des grands équilibres? On va par exemple, sur tout ce débat entre salariés et indépendants, ça a beaucoup fait l'aller-retour entre les services de Mme El Khomri avec sa loi de travail et puis Bercy qui est opposé. Enfin, voilà, donc on sent bien qu'il y a des équilibres qui ne sont pas faciles à trouver et que pourtant il va falloir quand même arriver à une forme d'équilibre. J'en ai presque fini. Mais en fait, tout ça nous amène à une chose très simple, c'est qu'évidemment, il faut se réinventer. Il faut se réinventer vite. Et là, on s'aperçoit que quand vous tenez le haut du pavé, eh bien, il y a beaucoup de gens qui veulent votre place. Qu'est-ce qu'il y a de plus concurrentiel que les stars? Hein? Il n'y a pas beaucoup de stars qui se sont réinventées. Alors, en voilà une, c'est réinventée à peu près 4 fois. C'est pas simple de se réinventer. Vous avez beau avoir des moyens, vous avez beau vous payer tous les gens, etc. C'est pas simple de coller à votre marché. Et ceux qui arrivent, ils se réinventent presque à l'infini. Et ça, c'est un petit peu notre lot, surtout quand on est sur des business un petit peu qui attirent la lumière. Une fois de plus, si vous êtes dans un business que personne ne veut faire, les plateformes non plus ne voudront pas le faire. Vous avez des métiers difficiles, où la marge est vraiment faible.
bon, ben, on ne commencera pas par vous. Peut-être même qu'on ne viendra jamais vous chercher. Mais partout ailleurs où il y a un peu de marge, où il y a un peu d'intérêt, où il y a un peu d'insatisfaction client, eh bien, il va falloir se réinventer, ça c'est clair. Et moi, ça c'est la dernière chose, mais c'est la bonne nouvelle du soir, c'est le retour au stratégique. Parce que quand même, et j'adore parler devant un public d'entrepreneurs, on a quand même connu un glissement vers, on va dire, la gestion, plutôt que vers l'entrepreneuriat, qu'il faudrait peut-être un petit peu remettre en cause. C'est pas parce qu'on fait de l'optimisation opérationnelle qu'on a forcément complètement répondu aux clients. La stratégie, on l'a un peu oublié ces dernières années, on a souvent fait du mimétisme. On fait les choses parce que les concurrents le font. Vous l'avez vu tout à l'heure, ces gens ne raisonnent pas comme ça. Ils veulent changer le monde. Alors vous pouvez dire c'est des fous, en partie je peux être d'accord avec vous, parce qu'ils sont complètement dingues. Hein. Mais évidemment, ça change la donne. Quand on se bat avec des fous, quand on se bat contre des gens qui veulent changer le monde, et que nous on veut juste préserver un peu, c'est pas la même chose. Donc là, c'est le retour incroyable à la stratégie. Et la stratégie, c'est pas des silos. Donc évidemment, vous avez des gens qui sont chefs d'entreprise, mais qui ne voient pas pourquoi ils se limiteraient à ne pas faire des choses du ressort de la politique, de l'aménagement du territoire, etc., etc. Je sais bien que c'est aussi ce que vous avez en tête, mais des fois on est un peu fébrile, on n'ose pas. Eux, ils osent complètement. J'en ai fini, merci de votre attention. Je suis corvéable autant que vous le souhaitez pour la partie débat maintenant. Question ?